On dévoile la stratégie cachée de Mélenchon pour 2027, la vraie cette fois-ci, la vraie stratégie cachée de Mélenchon. Alors on avait parlé, dans une capsule précédente de la moïsation qui était plus l'analyse concrète de la situation concrète que nous on fait, mais qui je pense est plutôt partagée, au sein de la France insoumise et notamment, par les mélenchonistes. Mais là on va vous parler de quelle stratégie pour 2027? Parce qu'on a fait plein d'analyses, notamment avec le graphique. Si vous n'avez pas vu ça, n'hésitez pas à aller voir la playlist dédiée au sein graphique sur la chaîne. Le but étant d'analyser tout le temps quels sont les votes, de quelle partie de la population et comment est-ce qu'on peut faire pour. Enfin, comment est-ce que les votes sont répartis actuellement et comment est-ce qu'on pourrait faire pour maximiser le nombre de votes pour la gauche et notamment pour la gauche radicale. Et là, on va justement se poser cette question comment est-ce qu'on fait pour en 2027 faire gagner une gauche radicale Mélenchon, par exemple, s'il se présente, ce qui a l'air d'être le cas pour l'instant. Pour parler de ça aujourd'hui, on va se retrouver avec Chris de la revue Position. Chris, comment ça va? Mais ça va bien, ça va bien. Maintenant qu'on passe dans le point, France Inter, et cetera, il faut qu'on fasse gaffe à ce qu'on dit parce que demain, je sais pas dans quel monde dans quel, journal on sera. Mais on va quand même dire des choses qui normalement devraient rester secrètes, mais nous sommes des journalistes d'investigation, donc là, on va dévoiler, la stratégie, la vraie, de Mélenchon. Comment il va gagner en 2027. C'est parti. Alors, Alors, du coup, c'est toi qui nous as préparé ça. Je te laisse un petit peu ouais, parler, présenter du coup tout ça. le graphique, ouais. On va prendre un petit peu de recul sur la période et on va vous dire, on va reprendre, si pour ceux qui ont déjà vu des analyses de la dynamique de la mobilisation de vote, on va repartir de 2002, vous allez voir pourquoi, parce qu'en fait on va faire une boucle dans la stratégie. C'est parti, mais le graphique, cher ami. Vous voyez. Ouais, donc là, je mets le graphique, mais en version courbe, là, sur l'évolution des votes depuis 2002. Exactement. Voilà. Donc ce qui va se passer, vous voyez, en fait, là on a regroupé, donc depuis 2002, jusqu'aux dernières élections nationales, européennes et puis législatives. En bleu, toute la droite, donc de l'extrême droite et la droite. En rouge, toute la gauche, l'extrême gauche et la gauche. Et en euh, jaune, le centre. Vous voyez. Donc, Et en noir, c'est l'abstention. et en noir, En c'est gris, là. l'abstention. Voilà. En noir, c'est l'abstention. Donc, ce qui va être intéressant, vous allez voir, c'est, on va faire un parallèle. Ici, vous voyez l'abstention dans la période de confusion qui progresse, qui progresse, qui progresse, le centre qui progresse. Vous voyez vraiment le comble de la confusion, de la non-moïsation. C'est vraiment 2017. Vous voyez, Et là, hein. c'est juste c'est du premier tour. Évidemment, C'est du premier tour, Hollande ouais, gagne au deuxième tour, mais au premier tour, la gauche réunie fait moins que la droite réunie. exactement. Mais il gagne quand même au deuxième tour, Hollande. Exactement. On voit en fait qu'il y a un petit sursaut en 2002. En 2002, on voit que ça déconne. L'abstention est deuxième par rapport à la droite. Il y a un petit Par rapport à effet la de. gauche. Ouais, enfin, elle est deuxième l'abstention dans la masse, tu vois ce que je veux dire? Et elle Oui. est devant la gauche, quoi. Ah oui. Et ensuite, ce qu'on va voir, c'est que il y a un petit sursaut. Les partis traditionnels arrivent à sauver une dernière fois. 2007, c'est la dernière fois que la droite gagne. 2012, c'est la dernière fois que la gauche gagne. Et après, ils vont disparaître. Et Alors, donc il y là, a on va. juste un truc qu'il faut comprendre là, si vous voyez une abstention énorme là, c'est parce que le graphique, c'est un peu foireux entre guillemets parce que t'as pas voulu tout mettre. Et du coup, des fois, tu compares des européennes avec des présidentielles. Or, évidemment, il y a plus d'abstention pour les européennes, donc on a l'impression qu'il y a Ok. une inflation énorme de l'abstention qui n'est pas vraiment le cas parce que t'as pas mis les élections interprésidentielles, donc les J'ai mis, élections européennes et tout, tu les as pas mis entre les deux là. j'ai mis toutes bah oui, on a zoomé. Alors, vous pouvez prendre le truc jusqu'à 2022. On peut masquer, hein, si on veut. Imaginez, vous arrêtez après 2022. J'ai mis que les élections nationales parce que ça reste quand même celles qui sont le plus révélateurs. J'ai pas mis des élections locales, etc., qui sont très spécifiques, etc. Et Tu si veux vous que je voulez, coupe jusqu'à 2022 pour pas qu'on soit gêné par ça? ouais, si tu veux, tu peux faire ça. C'est peut-être plus clair pour les gens parce que sinon ils vont être gênés. Ils vont dire ah gna gna gna, vous comparez des élections européennes, machin. Hop, comme ça on coupe en 2022. Ça change rien, hein. Juste si vous voulez regarder un truc, dans toutes les élections, ouais, voilà. Dans toutes les élections, l'abstention progresse sur les mêmes périodes de manière proportionnelle. Voilà.
Donc, vous voyez, en 2022, on voit l'abstention qui revient au niveau de la mobilisation et on voit quand même la droite hein, qui, malgré tout, régresse parce qu'il y a l'espace Macron en 2017 et en 2022 qui est très très important. Vous voyez? Donc là, nous, ce qu'on va dire, Mélenchon va devoir gagner à partir de cette configuration. Vous voyez? La dernière configuration, on a la même config qu'en 2002. Va falloir se servir de cette boucle-là. Vous voyez, on a un espace de droite, premier, un espace d'abstention, deuxième, dans le vote des Français, et un espace de gauche, troisième, et un centre très important. Mélenchon va devoir, à partir de cet espace-là, refaire un coup, comme en 2002, pour pouvoir atteindre le second tour. Padu, as-tu des questions là-dessus? Non, non, j'ai pas de questions, je comprends. On a la même configuration en 2022 qu'en 2002, donc je comprends pourquoi tu fais la comparaison. Jusque-là, j'arrive à capter. Il y a juste quelqu'un qui dit: «Vous mettez le PS à gauche». Alors oui, il semble que les gens qui votent PS se sentent de gauche et Exactement. entre Mélenchon et Le Pen, voteront pour Mélenchon. Plus ça va, plus le PS se droitise. On pourrait imaginer que le PS soit classé à droite dans un futur, c'est possible. Qu'aujourd'hui, il y ait une aile droite du PS qui soit peut-être pas de gauche, pourquoi pas, mais du coup, elle fait pas partie du NFP. Et quand le NFP a fait ses 28%, par exemple, bah, c'était avec l'aile gauche du PS qui partageait le programme de Mélenchon. On pourrait difficilement classer ce PS qu'a fait le NFP autrement qu'à gauche, en fait. Et c'est pas parce que dans la réalité, ils font des politiques de droite que les votants pour le PS ne veulent pas voter pour une certaine justice sociale, écologique et tout ça qu'on retrouve quand même à gauche, quoi. Et vous voyez, ce qui est quand même intéressant, hein, c'est malgré ce qu'on peut croire, il n'y a pas une forte droitisation de la société. C'est vraiment. Alors, je sais pas si, ouais, vu que tu as recadré, je sais pas si ça peut marcher. Il faudrait que tu ailles sur l'autre partie du graphique, là, avec les tendances. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans tout cet espace de droite, la progression du RN, FN-RN, se fait sur la droite républicaine. C'est pour ça que l'espace bleu, en fait, il bouge assez peu. C'est parce que c'est juste un effet de vase communicant entre ce qu'on appelait avant l'UMP, passé par Sarkozy, etc., et aujourd'hui le FN-RN. Il n'y a pas. Imaginez par exemple si l'UMP de Sarkozy qui faisait 30% au premier tour en 2007, imaginez si le RN faisait 30%, ben on verrait un espace bleu là à 60%. C'est pas le cas du tout. Vous voyez, il se mange dessus. Donc vous voyez, on revient à une configuration 2002. Là, tu peux passer sur. On va regarder ce qui s'est passé en 2002 et on va essayer de comprendre pourquoi on va boucler la boucle avec notre ami Jean-Luc. Juste pour répondre sur le PS, il y a quelqu'un qui dit: les électeurs encore prêts à voter Mélenchon. Je ne sais pas s'il en reste. Ben, le NFP, la plupart des électeurs qui votaient PS Glucksmann, et même Glucksmann lui-même, a dû aller dans l'alliance du NFP avec la France Insoumise face à la menace de Le Pen. Donc je te le dis, demain, quelqu'un qui vote Glucksmann premier tour ne va pas voter Le Pen second tour. Ou alors c'est à la marge, quoi. Second tour, il votera Mélenchon. Donc il est toujours captif en fait de la gauche, cet électeur-là. C'est ça. Et Alors, où il votera pas, tu vois ce que je veux dire? oui, Voilà. oui. Mais enfin, c'est impossible qu'un électeur PS aille voter Marine, enfin, ou à la marge. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les masses, tu vois. Mais ça fera pas la différence, quoi. Donc, il y a une question des gens qui disent dans le chat, est-ce qu'il y a les élections 2022? Oui, tout à droite, là, vous voyez marqué avril. Ça, c'est l'élection présidentielle de 2022. Ouais. Je pourrais même Ouais, faire ça, grave. comme ça sera plus clair. Alors, du coup, tu me disais, on va aller sur... On va rappeler ce qui s'est passé en 2002. Ouais, Le je suis sur début Wikipédia de de 2002, la du coup. confusion. Va dans résultats. Ça, c'est très Alors, important. Donc 2002, c'est vraiment le début de l'explosion des partis. résultat, du coup, évidemment, Jacques Chirac avec le RPR Voilà. fait 19,88, ce qui est pas énorme en vrai. Donc on va... 19,88 au premier tour. C'est ça. Donc, ensuite, Jean-Marie Jean-Marie Le Le Pen, 16,86. Voilà. Lionel Jospin, 16,18. François Bayrou, déjà lui, 6,84. Arlette Laguillet fait Ouais. 5,72. Arlette. Jean-Pierre Chevènement, 5,33. Noël Mamère, 5,25. Olivier Besancenot, 4,25.
Putain, en vrai, c'est une dinguerie. La gauche aurait tellement dû gagner cette élection. Et c'est un truc incroyable. Ouais, donc, on va voir pourquoi est-ce que c'est intéressant 2002, c'est parce que là, on va vraiment l'explosion des partis. En fait, ça démarre là-dessus, parce qu'il y a une explosion, et surtout une explosion à gauche. On va le revoir après, il faudra que tu repasses sur le graphique, mais tu sais, sur le graphique qui est en bas à droite, mais on ira voir après. Et donc, donc l'idée, c'est de voir, vous voyez, il y a plein de candidats, ça s'éparpille dans tous les sens, c'est la catastrophe. Et on voit justement Jean-Marie Le Pen qui arrive à se frayer un second tour avec 16% des voix, ce qui est vraiment très peu, hein, on n'a jamais vu ça depuis, etc. Et il passe de très peu, hein, vous voyez, c'est à peu près 200 000 voix devant Lionel Jospin. Quelle est la config à peu près à cette époque-là? À cette époque-là, on voit les partis, comme on dit, traditionnels, qui étaient donc le RPR, à l'époque ça s'appelait encore le RPR, le PS, qui sortent de l'hégémonie et qui deviennent qui désintéressent totalement les Français, qui commencent à être critiques, etc. Et on voit donc un parti très oppositionnel, qui était à l'époque anti-système, c'est ça qui va nous intéresser, se frayer un chemin et arriver au second tour. Alors là, on va faire un Chris exercice. a dit Jean-Marie Le Pen est un révolutionnaire. Il a dit camarade Le Pen, là. Pas du tout. Et ce qui est intéressant, justement, c'est que c'était quelqu'un qui incarnait cette opposition. Parce que tu l'as dit tout à l'heure, dans la précédente capsule, voilà, on l'a dit plein de fois. Je vais le redire si tu veux, c'est l'UMPS. Tu sais, vous avez souvent entendu ça. L'UMPS, c'était un système, etc. Vous voyez, là, ça n'existait pas, mais ça commençait à s'incarner, c'est-à-dire les gens commençaient à vouloir essayer de voter ailleurs. Alors, la droite commençait à s'extrémiser, donc c'est pour ça qu'on a vu Jean-Marie Le Pen et Bruno Maigret. Et il fait quand même 667 000 voix, cette ordure. Et donc, Il a dû se faire défoncer parce qu'il a fait perdre Le Pen. Ah non, 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 parce que Le Pen est quand même passé. Oui, oui. Le ouais, Pen serait passé juste derrière Jospin, il se serait fait défoncer, ce mec. mais en vrai, ce qui est incroyable, c'est que Bruno Maigret était considéré comme le numéro 2 du FN. Hein. Il part et Jean-Marie Le Pen est quand même au second tour. Et donc, on a quelqu'un qui se fraye contre justement quelque chose d'annoncé qui était Chirac-Jospin. Voilà. Et ensuite, on voit une gauche, elle, très éparpillée. PS, donc LO. Si vous cumulez les trotskistes là, Laguillet, Gluckstein, y a qui d'autre Besancenot, ça fait 10%. 10%, Ouais. 10% les trotskistes, quoi. Voilà. Ouais, et puis 3,7 pour Robert Hue. Donc ça fait ça. 14% de vote communiste, quoi, quasiment. Enfin, Ouais, exactement. Voilà. Et ensuite, vous avez Taubira. Donc Taubira qui est vu comme responsable de l'échec de Marine Le Pen. Vous avez deux partis écolos, un écolo de droite, Corinne Lepage, et Noël Mamère. Donc Noël Mamère est aussi vu comme... Voilà. Et vous aviez Jean-Pierre Chevènement, voilà, un espèce de type au centre, on verra dans notre analogie. Donc, vous allez voir ces scores-là, et vous allez imaginer que c'est l'élection de 2027. C'est la future. Et on va juste replacer. T'es prêt à faire cette expérience de pensée, Padu? Et je vais juste vous dire qui sont les gens devant les scores. Alors, on peut jouer ensemble. Voilà. Donc, Jacques Chirac, il y aura quelqu'un qui va faire autour de 20, peut-être ce sera 25, etc., qui sera premier en 2027 et qui sera vraiment la droite. Donc, Marine Le Pen. Voilà, Marine Le Pen ou Bardella sera dans la position de Chirac. Ça, on est d'accord. On va faire ensuite. Lionel Jospin, ça va être qui? Qui va être notre Lionel Jospin de 2027? Lionel Jospin de 2027, c'est Boris Vallaud Voilà. ou Édouard Philippe, mais c'est peut-être Boris Vallaud. Moi, je dis, on va le voir ensuite, ça va être notre Boris Vallaud. Ça va être Donc notre ça va être le PS. PS. Ça va être notre PS, poussé par Boris Vallaud, soutenu par, on va dire, par voilà, ELV, Glucksmann, par une partie des macronistes qui n'ont pas voulu soutenir Édouard Philippe. Exactement. Donc ça va être la dynamique, la personne, etc. Voilà. Ensuite, moi je vous dis, alors les scores vont peut-être un peu bouger, mais ils seront à peu près pareils. Bayrou, ça va être notre Édouard Philippe. Là, ça va être, vous voyez, là, ça va être la catastrophe parce qu'il n'y a plus d'espace pour le centre. Donc Bayrou, ça va être notre Édouard Philippe.
Surtout pour le Oui, ouais. centre droit, parce que tu vois, autant un Boris Vallaud ou Glucksmann peut se dire voilà, regardez, Macron, il s'est droitisé, et essayer de, tu sais, attirer les électeurs du centre vers le centre gauche, un petit peu, tu vois. Mais les Exactement. électeurs qui existaient avant au centre droit vont s'être barrés à l'extrême droite et à la droite, tu vois. Exactement. Donc, ça risque d'être ça. Ensuite, notre Jean-Pierre Chevènement. Alors, plus dur, Jean-Pierre Chevènement, ça va être qui? Ça va être qui notre Jean-Pierre? Jean-Pierre Chevènement, Ouais. c'est Ah, Gérald Darmanin. non. Tu vas voir, quand je vais te le dire, tu vas dire, mais oui, il est trop fort ce Christ. Attends, t'as sauté la guille, hein. Alors, on le fera après. Mais notre Jean-Pierre Jean-Pierre Chevènement, Chevènement. allez dans le Jean-Pierre. chat. Qui C'est va être... Fabien Roussel. Non. Non, c'est pas Fabien Roussel. Vous voyez, Jean-Pierre Chevènement, il incarnait une espèce de... Ah si, c'est De Villepin. Voilà, bravo. C'est lui, c'est de Ah oui, c'est Villepin. Villepin, oui. C'est Villepin. C'est vraiment le gars. Je suis ni droite ni gauche. Je suis pour la République. Je suis pour l'autorité, mais en même temps un peu de social. Ouais, oui, vous allez avoir Villepin dans cette position-là. Donc, euh, donc ensuite, Noël Mamère sera sûrement. Moi, je prophétise, hein. On a dit les deux gauches. Pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux. Mais là, on va faire une élection où il y aura les gauches vont aller comme en 2022 de manière totalement, comment dire, pas éparpillée. Ouais. Noël Mamère, c'est facile. Facile, ce sera C'est Tondelier. Tourdelier, bien sûr. Quand ils vont voir en fait les partis qu'ils n'ont pas trop d'intérêt et de dynamique à se ranger derrière le PS, parce qu'en fait c'est ça qui leur fait peur. Voilà, ils vont y aller chacun de leur côté. Ouais, Robert mais Hue. du coup, le PS va pas faire 16% si Tondelier fait 5. Bah si, pourquoi pas? Ouais, faut Pourquoi pas? vraiment qu'il gratte au centre, hein. Faut vraiment qu'il fasse du printemps républicain Ah ouais. légèrement sur la gauche, quoi. Mais attends, c'est les partis de la guerre, etc. Enfin, tu vas voir, y a personne, tu vois, y a personne qui va aller les chercher là-dessus, tu vois. Donc, Robert Hue, c'est facile, C'est Roussel. c'est Roussel, voilà, tranquille, voilà. Euh, Petite progression. Ensuite, on Est-ce va qu'Alain avoir Madelin, c'est pas Gaspard Koenig? ou un autre avec un accent du Béarn. Tu vois, ça peut être Ou le La même Salle? gars. Voilà, tu vois, c'est un peu le même esprit, quoi. Ça peut être un Lassalle, tu vois, ça peut être Ouais. ou un Zemmour. Ça peut être, mais je sais pas s'ils iront, tu vois. Ça peut être, voilà, un droite Ah, un peu moi, je chelou. suis pour Zemmour. Si Zemmour il va, c'est bon pour nous, hein. C'est ça, tu vois. Maigret, c'est soit Zemmour, soit Lassalle. L'un et l'autre, peu Ouais. importe. Voilà. Gluckstein, c'est Gluckstein. Et voilà. Non, Et moi, Gluckstein, en vrai, est-ce que ce serait pas Anas Kazib? ça peut être Anas. Ça Est-ce que peut être Anas. Révolution Permanente, ils peuvent pas réussir à avoir 500 signatures et faire un petit score, peut-être un peu plus de 0,5, mais tu vois, faire un petit score à la marge parce qu'ils ils se feront tout péter par Mélenchon de toute façon, tu vois, parce que les C'est gens ça. voteront Mélenchon plutôt que voter pour eux. C'est ça. Donc ça, c'est possible. Et Arlette, ça peut être le candidat du NPA. Tu vois, ça peut être. Donc ce sera pas Poutou parce que maintenant il est libraire, tu vois, mais ça peut être justement Chef d'entreprise. justement dans cet éclatement. Tu vois, il a la capacité. Il y aura une capacité à faire ça. Alors pourquoi on fait cette projection là? C'est marrant ou pas? Pas du. C'est pas mal. Ouais, mais t'as pas Tu dit le qui était vois là. Jean-Marie Le Pen, hein? Ah, voilà. Donc c'est ça la fin de la mobilisation. Qui va être notre Jean-Marie Le Pen? Voilà. Qui va être notre Le Pen? Maintenant que... Ah oui, allez, j'ai oublié. Non, en fait, on s'est trompé. Madelin, ce sera plutôt... Ah, il y aura peut-être des additions, tu vois. Madelin, Boutin. Il y avait Boutin à l'époque, etc. Il faudra peut-être un candidat, tu sais, de LR. Ouais, il y aura un Retailleau, un Darmanin. Un Bon, tocard, pas quoi. Darmanin. Darmanin, il a Voilà. trop, il a trop mouillé dans le Quoi macronisme. Hein. Voilà. Donc l'idée, tu vois, c'est aussi d'être... On parle souvent de la division de la gauche parce que Jospin, il est pas arrivé au second tour, mais en fait, vous voyez, la droite est très divisée. Et on va aussi arriver dans la division de la droite. Et là, on va arriver à ce qu'on appelle la stratégie Mélenchon 2002, anti-système, radical. Stratégie Le Pen 2002. Jean-Marie Le Pen, pardon. Un 2002 inversé, on va boucler la boucle. L'horrible score de 2002 où il y avait Chirac, Jean-Marie Le Pen. Là, c'est l'inverse. La division de la droite va profiter, non pas à l'extrême. La division de la gauche ne va pas profiter à l'extrême droite. La division de la droite va profiter à l'extrême gauche. Et notre Jean-Marie Le Pen du FN, maintenant qu'ils ont leurs affaires au cul, qu'ils ont montré qu'ils étaient antisociaux,
néolibéraux, etc., ce sera Jean-Luc Mélenchon qui va arriver, qui sera parti. Personne ne l'aura vu dans les sondages. Oui, oui, ce sera comme Jean-Marie Le Pen. Ce sera comme Jean-Marie Le Pen en 2002. Le vieux, tout le monde dira, il peut pas être au second tour, c'est impossible, c'est forcément Valo contre Marine Le Pen ou Bardella, je sais pas qui, la gauche a sa dynamique, et le vieux, il va arriver, il va imposer ses thèmes, il va dire, on s'en bat les couilles, le système de merde, il va arriver, on envoie ça chier, etc. Et je vais vous montrer ensuite pourquoi c'est vrai, parce qu'il l'a dit dans une interview au Parisien en 2024. Vous allez voir, la Palestine, il y a un génocide, on va réquisitionner l'immobilier, l'héritage, on va tout prendre. Et il va imposer ses thèmes de gauche, d'extrême gauche, contre tout le monde, là où Jean-Marie Le Pen avait fait ça avec l'extrême droite. Et là, on va reboucler et on va finir cette boucle horrible avec le vieux qui vient troller la présidentielle et qui impose des thèmes d'extrême gauche, voilà, pour pouvoir troller la présidentielle et se frayer un chemin comme Jean-Marie Le Pen en 2002. Voilà. Donc ça, c'est la Oh là stratégie. là 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 là, il y a Le Point qui va faire un article. Le Pen 2002, la stratégie cachée de Jean-Luc Mélenchon pour C'est une 2027. stratégie, c'est une stratégie qui va devoir être anti-système. Voilà. Et vous allez voir. Et pour ça, il faut soutenir Rima Hassan quand elle fait des trolls, etc. Il faut surtout pas attaquer. Et vous allez voir que on peut passer à l'interview si tu veux que je t'ai mis dans le Parisien. Vous allez voir. Jean-Luc Mélenchon est en train de vous le dire qu'il va faire ça. Il va faire une stratégie anti-système parce qu'il va. Avant qu'on lise, moi je veux dire, si un soir d'avril ou de mai 2027, je me retrouve devant BFM TV avec Ruth Elkrief qui voit s'afficher Jean-Luc Mélenchon, genre 0,5 points devant Boris Vallaud, mais quel kiff! Tu verras, quel énorme ce qui va kiff! se passer. Et puis un débat Bardella-Mélenchon. En fait, ils vont nous vendre la stratégie Trump-Harris. Et Trump, ce sera Bardella ou Marine Le Pen. Et Vallaud, ce sera Harris. Vous voyez? Et en fait, nous, la différence de l'élection américaine, c'est qu'on a notre Jean-Luc qui va troller ça. Et il va troller ça comme Jean-Marie en 2002. Vous voyez? Et comme ça, on va finir cette boucle horrible qu'on a depuis 2002, où on est obligé de se taper l'extrême droite. Voilà. Putain, ça fait rêver. Donc on va mettre du coup l'article que tu m'avais envoyé. Alors, c'est quitte à fracturer la société, et il répond, Jean-Luc Mélenchon répond, la société sera fracturée par la cupidité des très riches et l'arrogance macroniste. Notre but est de construire un bloc politique alternatif à celui qui domine, un bloc populaire fort capable d'être majoritaire dans les urnes et d'imposer la priorité pour ses besoins. On compte aussi sur l'adversaire, notre diabolisation nous met en danger physique, mais elle nous gagne le respect de ceux qui ne supportent plus ce système. On serre les dents et on avance, ça se finira entre le RN et nous. La mobilisation, boum. Et t'as vu, il te dit ce que je te dis. Il assume d'être diabolisé comme Jean-Marie Le Pen. Et c'est la diabolisation et l'antisystème qui vont le faire passer. Il vous le dit là, le vieux. Ouais, il fait ça. Donc, le système va vous vendre un 2002, joué d'avance, la gauche réunie, le PS, le retour contre Rempart, sûr de gagner contre Marine Le Pen parce qu'ils auront récupéré un peu du centre, etc. Le vieux fini. Voilà, on va vous dire, le vieux est fini. Il est donné à 12, 13, 14. Et puis petit à petit, le vieux, il va arriver, il va dire, on serre les dents, on avance, les très riches, l'arrogance, tac, 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 tac. 16, il va faire 14, et puis après il va faire 15, puis le petit Vallaud il va stagner à 16 ou 17, et puis Mélenchon il va faire 16 et demi, et puis à la fin, à 3 jours, à une semaine du scrutin, il semblerait qu'il y ait des gens sur Twitch qui ont fait un graphique et qui annoncent Mélenchon au second tour. L'Institut Pas du Team remet en question Ipsos et IFOP. France Inter en fait une chronique, voyez, et donc l'antisystème, voilà, et Jean-Luc, par l'antisystème, par ne pas avoir la peur de la diabolisation, va aller chercher l'arrogance des très riches. Il va proposer la réquisition des logements. Il n'en aura rien à foutre de dénoncer le génocide. Il n'en aura rien à foutre des mecs qui s'énervent contre Rima Hassan. Ah, mais faut pas parler de nouvel ordre mondial. Non, tout ça, on s'en tape. On avance. On n'a pas peur. Le peuple
le prolétariat en a ras-le-bol du système, on serre les dents, on avance, ça se finira entre le RN et nous, le 2002 à l'envers. On va boucler cette boucle infernale de la moïsation. Voilà la stratégie. Tu nous l'as vendu comme un chef, là. Tu nous l'as vendu comme un chef, je suis d'accord avec toi, là, je suis à fond, là, je vais militer pour ça jusqu'à la fin. Mais de toute façon, c'est notre stratégie. Il faut assumer, du coup, la radicalité. Et il faut qu'ils proposent des idées fortes, justement, qui fassent un peu bégayer et du coup, c'est très bien qu'ils commencent à se séparer du PS déjà depuis un bail. Parce que là, faut qu'ils tapent dessus, faut qu'ils proposent des trucs sur. Ouais, sur la Palestine, je pense que c'est un truc de clivage assez évident qu'il doit continuer à faire. Sur les 32 heures, sur la retraite, sur des choses comme ça, où au final, le PS ne pourra jamais suivre parce que le PS, ayant fait la réforme de Marisol Touraine, tu sais, peut pas suivre Mélenchon sur un truc genre 60 ans, machin. Et le RN ne le Exactement. fait pas non plus, tu vois. Donc il y a vraiment des thèmes comme ça qui sont importants pour pas mal de la population. Sur l'héritage aussi. Sur l'héritage, il est fort aussi. Sur le logement aussi. Exactement. Et pour être sérieux, justement, la force le 2002, moi, pour l'avoir vécu, hein, et puis pour l'avoir revécu, c'est vraiment un truc que j'ai étudié. Donc, il y a un peu de jeu là, on s'amuse, mais je crois vraiment à ce que je dis. C'est aussi une période où, tu vois, les types n'avaient rien vraiment à proposer. Et Jean-Marie Le Pen, s'il arrive au second tour, c'est aussi qu'il a réussi à imposer ses thèmes. Et imposer des thèmes qui contre d'abord la droite, tu vois. Il s'est frayé un chemin, Jean-Marie Le Pen, en captant des voix à Chirac. C'est-à-dire il était à 19%. Donc, il a imposé des thèmes sur la sécurité. Il y a eu plein d'événements de sécurité sur l'immigration, là où la droite de Chirac. Parce qu'il faut savoir que Jean-Marie Le Pen, c'était son pire ennemi, c'était Chirac. C'est un type qui déteste Chirac, etc. Et, euh, et d'ailleurs, vous verrez si vous regardez des reportages là-dessus, Jean-Marie Le Pen, quelques jours avant, prophétise qu'il sera au second tour, mais contre Jospin. Il prophétise qu'il sera au second tour, mais contre Jospin. Parce qu'il se dit, moi, je prends des voix à Chirac, parce que j'impose mes thèmes à la droite, RPR, voilà. Et lui, il se voit au second tour, mais contre Jospin, pas contre Chirac. Et il dit cette phrase, vous pouvez regarder sur Internet, il dit, vous allez voir, avec son n'est-ce pas, vous allez voir une autre tête se dessiner que Chirac. Et, voilà. Donc, en fait, on a vu une tête, voilà. Euh, on a vu la tête de Chirac et la sienne, on n'a pas vu Jospin. Et, et du coup, et donc, ce qu'il va falloir faire, il ne faut pas avoir peur de la diabolisation, c'est ce qu'il a dit. Ça nous, ça nous permet le respect. Et là, on peut penser au graphique, hein, l'espace populaire de gens qui sont anti-système, des gens qui sont dans l'espace RN, abstention, des gens qui n'en veulent plus. Voilà. Euh, voilà, pour citer Lénine, en haut, on ne peut plus, en bas, on ne veut plus. Voilà ce que c'est la période révolutionnaire. Et bien, ça, c'est en bas, ils n'en veulent plus. Ça va nous attirer le respect, comme dit Jean-Luc Mélenchon. Donc, il faut pas avoir peur. Il faut pas avoir peur d'être diabolisé. Et il faut pas avoir peur d'imposer ces thèmes. Et les thèmes, ça va être des thèmes à l'inverse, comme on a dit. C'est-à-dire les thèmes de gauche. Oui, on va donner un logement à tout le monde. Oui, tout le monde pourra avoir la retraite à 60 ans. Oui, on va diminuer le temps de travail. Oui, la 6e semaine de congé payé. Et là où tu auras tout le monde qui dira ah, mais c'est de l'utopie, c'est pas possible, etc. Le vieux, poum, 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 il va graver. Parce que les mecs, ils vont dire nous, on n'en veut plus. Et ben, quitte à essayer un truc, on va essayer un truc de fou furieux. Voilà. Un truc de fou furieux où tout le monde sera heureux, tout le monde partagera le travail, tout le monde sera égalitaire. Et basta, quoi. Voilà. Il y a des gens qui disent il est bugué le Padu là. Non, non, moi je profite. Ça me fait plaisir, ce genre de possibilités. Non, mais en plus de ça, je pense que Mélenchon, pour le coup, on peut le tenir. Enfin, on peut être sûr qu'il imposera un truc radical et qu'il va pas bégayer, contre peut-être même une partie de son parti. Et c'est peut-être aussi pour ça, tu vois, on critique souvent la non-structuration de la FI, mais c'est peut-être aussi pour ça que la FI n'est pas structurée, c'est qu'il n'a pas 30 000 bureaucrates et tout qui disent non, il faut qu'on garde notre poste, il faut pas que tu sois radical. Lui, il s'en bat les couilles, en fait, tu vois. Genre, il a son truc, il est aussi radical qu'il veut. Et si les mecs sont pas contents, ils sont pas contents, tu vois. Donc ça a des défauts, mais ça a quand même un intérêt dans le présidentialisme et dans la configuration actuelle de pouvoir imposer des thèmes forts. Et il avait essayé de le faire même en 2022, tu vois. Ben, en 2017, il y avait déjà ça, il y avait des trucs sur le RIC, il y avait des choses sur la démocratie, la 6ème République, tout ça. Et en 2022 même, tu sais, quand il arrive avec la créolisation,
C'est tout le monde est là en mode non, mais il n'y a pas de grand remplacement. Non, mais les Arabes, il n'y en a pas beaucoup. Puis lui, il arrive, il dit si, si, il y a des Arabes et des Noirs, et puis les gens, ils se mélangent, c'est l'histoire de l'humanité. Déjà, tu vois, il tente un truc un peu. Ou- Bon, je sais pas si c'est l'idée du siècle et que ça a changé beaucoup de choses, mais euh, c'est intéressant quand même d'arriver à Bien modeler sûr. la politique comme ça et de pas se laisser soumettre par les idées de droite. Exactement. Ou de gauche, de droite. Et c'est pour ça que je te dis, il va falloir alerte à la FI. euh, Faites un programme pour 2022. Là, on pourra le regarder pour la prochaine Là, c'est présidentielle. message à Clémence qui était là. C'est Chris Voilà, envoie un message à Clément. votre programme n'est pas assez à gauche. Faites un programme encore C'est vrai plus ça. à gauche. Votre programme est reprenable par le PS. Oui. Si vous n'arrivez pas à vous fracasser la tête avec le PS comme Le Pen, Jean-Marie se fracassait avec Chirac, euh, vous n'y arriverez pas. Donc, go les 32 heures. Les 32 heures, c'est la mesure phare du graphique. Le graphique, il m'en parle tous les jours. Pourquoi les 32 heures? Parce que ça concerne 90% des mecs dans le graphique. 32 heures, mais c'est pas. Il y en a qui disent dans le programme. Bien sûr. Voilà, c'est une mesure pour le salariat généralisé, les 32 heures. Donc, et ces 32 heures, c'est la semaine de 4 jours, hein, c'est pas 32 heures étalées sur 5 jours, blablabla. Non, la semaine de 4 jours, une putain de journée de plus chômée pour les gens, voyez. Et donc, euh, le logement, on y va à fond, rachat de tous les crédits par la nationalisation des banques, rachat des crédits pour ne plus que vous payiez d'intérêts, parce que les gens qui aujourd'hui, on parle souvent des loyers, des machins, etc. Les gens aujourd'hui, 60% des ouvriers ont un emprunt avec des intérêts sur le dos. Rachat des crédits par une banque nationalisée à taux zéro. On vous prend votre crédit. Vous voyez, vous prenez un crédit à 30 ans, à 3%. Là, en ce moment, vous signez à 3%. Et vous prenez 300 000 euros, ça doit vous aller sur, je sais pas, 1500 balles, 1600 balles par mois de remboursement. On vous le rachète à 0% parce que c'est la banque d'État nationalisée et on vous l'étale sur 50 ans. Voilà, propriété d'usage. Comme ça, vous gagnez 700 euros de pouvoir d'achat de votre salaire qui ne part plus dans les intérêts bancaires, etc. Tout ça, ça t'aide la mesure, voilà, directement pour la majorité des gens dans le graphique, pour le salariat généralisé, 32 heures, nationalisation du crédit immobilier. On y va. En fait, ce qu'il Et faut, c'est que le programme, faut que les gens qui sont un peu macronistes et tout, et même le PS, ils se disent ouais, non, c'est pas possible. On n'est pas contre ce que vous dites, mais c'est pas possible. c'est ça. Donc au premier tour, faut qu'ils se disent non, c'est beaucoup trop radical, c'est pas possible. Au deuxième tour, ils ont le choix entre Bardella et Mélenchon. Exactement. Et du coup, là, ils deviennent un peu captifs de Mélenchon parce qu'ils disent bon, c'est peut-être pas possible, mais au moins le mec, il veut pas rémigrer des gens, tu vois. Et donc ils se Exactement. disent oui, mais on a négocié avec Mélenchon et on sera garant du fait que blablabla, et puis voilà quoi. Mais c'est ça qu'on veut en fait. Il faut que le programme vraiment il ait de la gueule et qu'on se dise que c'est pas possible. La 6e semaine de congé payé, et ce sera un programme en rupture avec le néolibéralisme. En 2002, le FN, ils sont arrivés, ils étaient en rupture avec encore le côté un peu humaniste que pouvait avoir la bourgeoisie, tu vois. C'est-à-dire qu'ils ont fait le clivage, non pas sur le néolibéralisme, mais ils ont fait le clivage en disant oui, mais attendez, vous n'êtes pas assez racistes, les cocos, vous n'êtes pas assez homophobes, vous n'êtes pas assez négationnistes, tout ça, quoi. Nous, c'est Ouais, l'inverse. On va arriver, on va dire, on fait un clivage, vous êtes en fait beaucoup, beaucoup trop néolibéraux, on fait un clivage vraiment aussi sur le social. On fait déjà le clivage sur le côté humaniste, mais ça, on l'a déjà. Mais il faut vraiment qu'on clive sur sur le travail et social, c'est là où ils sont pas assez bons, la France insoumise, et où doivent aller plus loin. exactement. Et surtout qu'à l'époque, on sortait. C'est pour ça que j'utilise 2002. C'est pas une provocation, c'est une analyse très fine. À l'époque, on sortait justement de Jospin qui avait fait les 35 heures. On était sur ces sujets-là. L'immigration, la sécurité, c'est des sujets qui n'existaient pas. Maintenant, on a 20 ans. C'est ces sujets-là qui sont hégémoniques. Les sujets qu'a fait apparaître Jean-Marie Le Pen en 2002 sont devenus hégémoniques. Il va falloir troller tout ça avec des sujets qui ne le sont plus, qui sont les sujets sociaux. Et c'est ce que les gens attendent. Le pouvoir d'achat, la retraite, l'éducation. Oui, on va arriver avec Glucksmann. Glucksmann sera dans l'équipe de campagne de Boris Vallon. On va dire oui, on va aller chercher 1000 milliards, mon petit bonhomme. On va aller chercher 1000 milliards, mais pas pour faire la guerre.
On va aller chercher 1000 milliards pour transformer cette putain d'appareil industriel qui consomme du pétrole. Et toi, on va te faire travailler de force, mon petit Raphaël. Tu vas y aller, tu vas aller dans les usines. Voilà. Et donc on va investissement de masse, relance, partage du travail, 32 heures, SMIG à 2000 euros. On n'a pas peur, on y va, on sera diabolisé, bas les couilles, on troll la présidentielle comme ça, et Mélenchon va gagner de cette manière-là. Il faudrait relancer un peu comme ce que Mélenchon avait en 2017, c'est-à-dire, tu sais, en 2017, il y avait cette volonté d'établir un programme collectif et tout. Et ça, c'est ce qui avait permis aussi de tirer des mesures qui étaient intéressantes, des mesures qui étaient novatrices. Parce que tu vois, moi, je pense qu'une mesure, après, c'est mon côté clouscardien, une mesure qui est bien, c'est le Parlement du travailleur collectif. Tu vois, dire, attendez, il y a des gens qui font tourner le pays, ce serait bien qu'ils aient un petit peu de pouvoir, tu vois. Et on pourrait très bien imaginer ce genre de mesures et qui sont très très dures à. Je pense en débat, c'est très dur de dire ouais, je suis contre que les gens qui travaillent dans ce pays, étant donné que le dialogue social est complètement mort depuis 40 ans et qu'ils sont très mal représentés au final par leurs syndicats et puis qu'ils se font bouffer tout le temps, et bien que ces gens-là aient une voix directe à travers un parlement dédié, quoi. Il y aurait vraiment des choses intéressantes à repenser. Mais Alors ça oui, peut être ça, ça peut être autre chose, tu vois, mais je pense qu'il faut arriver avec des idées de démocratie, de justice sociale, des idées toujours fortes, ne pas trembler évidemment sur le sexisme, sur la Palestine, sur non, le il n'y a racisme, rien à ranger. abolition de la police nationale, mais ça il le dit tout le temps de toute façon Mélenchon, donc ça Il on va lui à fait fond. confiance, tu vois. La Palestine, tout. Tout ça il faut go 5ème République elle a dure avant la 6ème. Et vous voyez, ça c'est aussi intéressant, parce que jamais l'idée de la 6ème République n'a été aussi nécessaire. Mm. En 2017, il n'y a pas eu encore les gilets jaunes, le RIC, machin. Il n'y a En pas eu 2012 même il le faisait, hein. Ouais, ah bah en 2012, oui, ça a toujours. En 2012, un petit peu moins, mais oui, il le faisait déjà. C'est parce que c'est une vieille, c'est une vieille demande de l'aile gauche du PS et puis du PCF historiquement. Mais on n'a pas eu encore justement les gilets jaunes qui avaient pensé le RIC. On n'a pas eu encore, la crise qu'on connaît aujourd'hui de la Ve République. Donc, vous voyez, jamais, pareil là-dessus, faut rien lâcher. Il faut même aller encore plus loin. Euh, euh, pas seulement faire la constituante, mais aller les états généraux dès le lendemain, tac. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que on a encore le temps là? Pas du, ouais, il n'y a pas si Ouais, mais temps. bien sûr. Mm. Mm. Moi, par exemple, je suis pas pour l'idée de la constituante, c'est très bien. J'aime bien l'idée de la constituante chez Mélenchon parce que ça permet aussi peut-être de garder le peuple mobilisé. Tu vois, ça va être compliqué. On sait que à court terme, là, les syndicats sont faibles, les masses ouvrières sont faibles, et donc il faudra un soutien populaire. L'idée de la constituante est de mobiliser les gens dans une logique constituante pour, après la victoire d'une présidentielle, continuer d'avoir les masses mobilisées dans le processus électoral, dans le fait de donner leur avis, etc. Donc ça, pour moi, ça permet de garder le couvercle sur la cocotte. Mais moi, j'irais plus loin. Je pense qu'il faut faire les états généraux. Alors, je sais pas si tout le monde sait les états généraux, ce que c'est. On va faire un peu de cours d'histoire dans ce truc. Et c'est pour ça, c'est justement pour pas finir en Boric. Je lis un chat, il y a quelqu'un qui dit ça va finir en Boric. Ça. Ben non, l'idée c'est pour ça qu'il faut. Moi, je porte l'idée des états généraux. Les états généraux, ce que c'était sous l'Ancien Régime. On convoquait une assemblée représentante des trois ordres, voyez, avec le tiers-État qui avait 100 députés, je vous donne, voilà, 100 députés pour la noblesse et 100 députés pour le clergé. Oui. Et puis ils se mettaient d'accord. Bon, bah, le tiers-État se faisait toujours niquer parce que le clergé et la noblesse se mettaient d'accord contre lui. Et puis en 1789, il s'est passé un phénomène qui a débouché sur la Révolution. Avant les États généraux du 5 mai 1789, on a obtenu le doublement du tiers. Je sais pas si tu vois, pas du tout, tu connais ça aussi. Le Oui. doublement du tiers, ça a transformé la société. C'est ça qui génère la Révolution. Pourquoi? Ça voulait dire que le tiers-État, qui était beaucoup plus massif, au lieu d'avoir un député comme les deux autres ordres, clergé, etc., il en avait deux. Donc il s'est retrouvé de fait massif aux États généraux de 1789, et du coup il a pu imposer ses vues alors qu'il y avait 500 ans d'États généraux où il se faisait avoir par l'union des deux autres. C'est le principe du Parlement du travailleur collectif, hein. Tu sais, Voilà. c'est un peu la même chose.
Le Sénat, c'est un truc hyper réactionnaire et tout, qui met une inertie comme ça. Demain, tu te dis: «Bah, les lois quand même, elles passent toujours par un parlement de travailleurs et tout». C'est pas la même chose, hein. Et pourquoi je parle de ça? Justement, parce que moi je Réforme dis des retraites, elle passe pas, hein. convoquons les états généraux sur la base du graphique. Pas du. Ouais. Convoquons 5000 personnes avec 30% d'ouvriers, 20% d'employés, 20% de professions intermédiaires, 20% de cadres. Vous voyez, on tire dans les gens, élection, ouais, vous êtes tirés au sort comme pour la justice, etc. Et on a une représentation de la nation et du corps national complètement égale à la structuration de classe. S'ils ont besoin, hein, pas dû, on leur donne le graphique, ça va les aider quand même plutôt à piocher, voilà, parce que c'est bien fin, voilà, pour avoir vraiment une représentation de la nation. Et pas une constituante où au final vous allez vous rendre compte que c'est des gens élus, c'est des professionnels de la politique, et en fait il y a 0% d'ouvriers comme aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Et ben, faisons les états généraux. 5000 personnes, vous le faites où? Je sais pas, à Versailles ou au Stade de France, ce sera peut-être mieux d'ailleurs que de le faire à Versailles. Faisons les états généraux, une assemblée de 5000 personnes avec la structuration des classes sociales, et vous allez voir, là, ça va bouger. Là, ça va bouger. Quand on dit travailleurs, les gens du RSA, les chômeurs sont des travailleurs. Je le rappelle, moi je parle de salariat et de travail généralisé. Les gens au RSA, les gens qui sont chômeurs, les gens qui sont exclus du travail parce que le monde du travail est validiste, sont des travailleurs en puissance. Ils en sont simplement exclus pour les intérêts généraux de productivité, de validisme, d'optimisation de diminution de la marchandise travail, du prix de la marchandise travail. Donc tout ça, c'est des travailleurs. Bon, sur ce, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Pas du Team, à ma chaîne personnelle Pas du, à la chaîne de Zoé, Docteur Zoé, donc Docteur-Zoé-YT, à aller sur Position Revue. Sur le site, il y a une chronique de l'exploitation qui est sortie. Ils font des chroniques de l'exploitation comme ça, Position Revue. Vous pouvez d'ailleurs les contacter pour en proposer ou vous rédiger sur votre histoire, notamment au travail, sur comment est-ce que vous êtes retrouvé dans une situation d'exploitation pas évidente. La dernière, c'est sur une ingénieure qui a fini en burn-out, même avec des idées, des idées assez noires, quoi. Vraiment, je la trouve assez intéressante et elle est assez aussi représentative du monde actuel et de comment s'insèrent certaines classes supérieures pourtant, hein, c'est certains cadres, certains ingénieurs, certains chercheurs et tout dans le monde du travail. N'hésitez pas aussi à aller voir notre vlog sur notre journée avec Réseau Salariat, où on a rencontré notamment Bernard Friot, où on a réfléchi à une sécurité sociale des médias. C'est sur ma chaîne Padu, je vous mets ça en description. C'est un petit vlog avec Chris et Zoé et des invités surprises. Sur ce, je vous dis à plus.